Bienvenue dans le point lecture de décembre 2021, le dernier point lecture de l'année. Magique. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai lu au mois de décembre. Voilà, ça a été un petit mois. Enfin, en tous les cas, oui, c'est un petit mois. C'est pas un gros mois. Même si c'est quand même une jolie pavasse que j'ai fini donc il y a quelques heures, il faut dire. Je pensais pas le finir. Voilà, j'ai vraiment eu du mal. Alors, je vous expliquerai, mais aussi, je pensais que j'arriverais pas à le finir avant la fin de l'année. Voilà, donc, j'ai réussi. Voilà, ouh, Lisa content, Lisa content. Alors, euh, on va commencer par les BD, parce que c'est quand même beaucoup plus simple de faire les BD tout de suite. Oui, les cheveux ont poussé et ça commence à devenir un peu le débile. Alors, on va commencer comme d'habitude. Les premiers arrivés sont les premiers servis. Voilà, évidemment j'ai fait pratiquement tout tomber, bien sûr. Donc le premier lu, ça s'appelle Retour à Liverpool, je vous le mets là, donc c'est de Hervé Boris et de Julien Solé, donc c'est chez Futuropolis. Alors ça parle des Beatles, évidemment. Oui, bon, ça va, jusque-là on y est allé. Les auteurs, qui sont visiblement, Boris est un grand fan des Beatles, imaginent que les Beatles se soient reformés 10 ans pratiquement après leur séparation de 70 et qui mettent plus ou moins leurs différents côtés, parce qu'il y avait quand même pas mal de tensions entre les quatre, puisque les deux concepteurs majeurs de toutes les chansons des Beatles, c'est quand même Paul McCartney et John Lennon, que les autres se sentaient un petit peu style ouais, enfin on est juste là pour faire beau. Alors il y avait George Harrison qui avait fait des chansons qui à chaque fois étaient retoquées par un des deux paroliers. Voilà, donc mais cette BD explique, alors bien sûr, les arcanes, les machins, etc., mais comment ils vont être ils vont prendre la décision comme ça, de se reformer. Alors, pas forcément se reformer vraiment avec une envie folle, mais aussi, et moi, c'est ce que j'ai aimé dans cette BD, avec un réalisme, et on voit qu'il y en a qui sont fans, voilà, parce que ils mettent tous les travers, ils mettent les problèmes qui se sont passés pour le groupe, les fans, l'intervention des fans. Et ce qui m'a plu, c'est le fait qu'ils reviennent en Angleterre, à Liverpool, à Londres, etc. Et que personne, depuis 10 ans, tout le monde les a oubliés. C'est-à-dire que les Beatles sont passés de mode. Et ils ont beau dire, ouais, non mais vous savez qui je suis, on s'en fout. À part les fans de base, les fangirls, etc., qui sont complètement hystériques depuis, la plupart des gens les ont oubliés, donc ils décident de revenir, etc. Alors moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est le fait que le destin est le destin. Voilà. J'en dirai pas plus, mais franchement, c'est une super BD, moi j'ai adoré. Oui, non, mais alors je suis un peu fan des Beatles, il faut dire, mais bon, ça c'est la faute à Papounet et maman, parce que les deux là, voilà. Mais c'était une bonne BD. Alors, autre bonne BD, alors celle-là, je pense que ça a été un des coups de cœur de l'année et je vous ai bassiné avec partout, donc je vais éviter de continuer à vous bassiner avec. Donc, c'est Goldorak. Voilà. Alors, je vous laisse lire le nom de tous les petits camarades qui s'y sont attelés. Donc, Dorisson, Barjam, Cossu, Centenac et Guyot, qui ont demandé l'autorisation au papa de Goldorak, donc Go Nagai, de continuer les aventures de Goldorak. Donc à la fin de Goldo, il y a un cahier explicatif qui montre comment ils ont proposé. Voilà, ils ont fait un courrier au concepteur, enfin, au papa de Actarus. En gros, et ils lui ont en gros demandé son autorisation, voilà. Lettre qui a été évidemment traduite en japonais, mais ils lui ont demandé son autorisation et ils lui ont surtout proposé des planches, montrer ce que ça pouvait donner. Et on voit beaucoup de couvertures. Je perds la voix l'année. Vous le savez qu'à la fin de l'année, je perds ma voix, donc c'est même pas la peine. Je vais pas y arriver. Goldorak, donc, revient sur... ouais, c'est le chat, il remonte. C'est horrible ce truc. Goldorak revient. En fait, Actarus revient des années après que nous,
on les laissait dans le dessin animé où il repartait sur Euphor avec sa sœur Phénicia pour relancer Euphor. Alors, les concepteurs ont imaginé qu'il soit reparti sur Euphor, qu'il ait recréé sa planète, qu'il soit redevenu le prince d'Euphor, qu'il ait fait une nouvelle vie, qu'il s'est fait une vie. Et pour une raison X ou Y, voilà. La Terre est à nouveau attaquée par un des plus gros Golgoth et les plus puissants Golgoth du monde. Le monde s'est armé depuis. Alors évidemment, c'est le Japon qui a attaqué, donc le Japon s'est armé, mais simplement, même toutes les armes que le Japon peut posséder, ça ne marche pas sur Golgoth là. Donc le seul moyen, ça serait Goldorak, mais Goldorak s'est cassé depuis des années, donc ils ne savent pas où il est, etc. Et les concepteurs refont venir Actarus, ils expliquent pourquoi il est là à ce moment-là, etc. Phénicia est là aussi, et on croise donc Alcor et Vénusia, qui ont des métiers différents. Alcor est un jeune milliardaire, très bohème, hype, etc. Vénusia, elle est interne en médecine. Voilà, et ils vont... Ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, ils ont recréé les personnages que nous, on connaissait, mais en les ayant fait évoluer. C'est-à-dire qu'ils sont grandis, ils sont devenus adultes, ils ont des problèmes d'adultes, mais quand ils se retrouvent tous ensemble, ils redeviennent les jeunes gens qu'ils étaient à l'époque. Mais alors, le dessin est fabuleux. Je ne sais pas si je dois vous le montrer plusieurs fois. Alors, moi, j'adore le truc à la fin. Je dois avouer que là... Non, mais... Je dévoile rien, je vous dis. Voilà, je vais vous montrer les premières planches, comme ça vous dévoile rien du tout. Alors, on part dans les tons assez gris. Et petit à petit, voilà, il y a les tons chauds quand le Golgoth arrive, il y a les tons chauds et on passe une grande partie au début à poser les personnages. Les planches sont hyper belles, le dessin est bien fait, l'histoire se tient. Oui, Actarus est barbu sur la couverture et ça a son importance et je peux vous assurer que en ayant discuté avec des fans de Goldorak, ils ont dit ouais, tu te rends compte et tout, ils ont modifié Go Nagai a donné son accord donc à mon avis si le papa de Goldorak il a dit oui, c'est qu'il savait exactement pourquoi. Ça se tient, c'est hyper bien foutu, c'est beau. Pour les gens qui ont mon âge, ça nous fait revenir en arrière. Voilà, moi j'ai perdu 40 ans, ça c'est fait. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que ça peut intéresser les enfants, sachant qu'actuellement est en rediffusion sur... Alors c'est quoi la chaîne pour les gosses là, de France 2 ? Je sais pas, j'ai pas d'enfants, donc voilà. Bref, il y a une chaîne pour les enfants en rediffusion qui est axée sur France 2. Vous tapez France 2 replay là, Goldorak, il y a tous les épisodes de Goldo. Et avait le générique japonais d'ouverture de fin. Et alors là, c'est le top du must, du top de la top. Voilà, donc moi, Goldo, voilà. Oui, alors je sais, mais je fais ce que je peux. Alors, après, je n'ai fait que des romans. Premier roman que j'ai lu au mois de décembre, c'est celui-ci. Donc, c'est Sylvain Tesson, donc La Panthère des Neiges. Alors, en fait, Sylvain Tesson est invité par un de ses amis. Vincent Munier, qui est un photographe animalier, qui l'invite à aller à la chasse sur les contreforts du Tibet, à la chasse de la panthère des neiges. Et c'est un genre de journal de bord qui nous dresse de cette quête, de cette chasse, entre guillemets. Il ne va pas la tuer, c'est pour faire des photos. Voilà. De la panthère des neiges. Et on croise donc des peuples, des gens, tout ça. Alors, c'est la plume de Sylvain Tesson, c'est un peu du nature writing, c'est plein de poésie, il y a des mots absolument qu'on n'emploie pas tous les jours, donc voilà, mais qui sont compréhensibles. Voilà. Alors, de temps en temps, ça tire un peu en longueur, quelquefois, par certains passages. Alors, pas style, c'est ennuyeux. C'est quelquefois, il étire le temps. Pourtant, voilà. Mais que voulez-vous ? Moi, je suis désolée, mais quand on a une bestiole dans le viseur comme celle-là, vous pouvez tirer le temps, voilà. Alors, c'est poétique, c'est des chapitres très très courts, il y a 2 pages, 3 pages, 4 pages au maximum. Il détaille l'expédition, il détaille les pourquoi du comment, il détaille la nature, il détaille l'impact des gens, l'impact de tout ce qu'on a sur la nature, etc. Moi, j'ai beaucoup aimé.
Après, voilà, c'est l'intention. Si vous aimez pas, vous n'avez pas aimé Bérésina ou tout ce qu'il a fait avant, ne vous y aventurez pas. Voilà. Mais honnêtement, moi j'aime beaucoup. Puis j'aime bien les aventuriers, hein. Alors voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Et j'ai oublié le deuxième livre. Bougez pas, je vais le chercher. Alors évidemment, hein, je suis allée chercher le livre, évidemment, j'ai bougé. Voilà. Ah bah oui, hein, Lisa, elle est con, hein, qu'est-ce que vous voulez. Alors, autre livre que j'ai lu, c'est Liam McAllister, donc tu courberas la nuque. C'est chez les éditions 1, 2, 3. L'autre, c'était chez Folio, pardon. Alors là, c'est un thriller qui se passe à Rome. On est en présence de Gillian, qui est une Anglaise, qui a épousé Lorenzo, qui a un fils, Joshua. Elle s'entend pas très bien avec son beau-fils. Son beau-fils est visiblement autiste. Est aussi très obsédé par les jeux vidéo. Il n'a pratiquement aucune communication avec son père, ou très peu, qui est journaliste. Elle est attachée aux archives du Vatican. Elle a des gros problèmes relationnels avec son père, qui est milliardaire, mais qui est un peu un genre de Rupert Murdoch. Vous voyez ce que je veux dire? Entre mania de la presse, enfin un tycoon, quoi, voilà, si vous voulez, qu'il a délaissé quand elle était un peu jeune, qui pense que le fric peut acheter tout ce qu'on veut. Bon, la vie semble parfaite à Rome, hein, tout va bien dans le meilleur des mondes, jusqu'au jour où, en fait, son mari lui demande parce qu'il veut écrire un roman, va lui demander de sortir un courrier, ou tout le moins de lui prouver l'origine, la véracité de ce courrier-là. Elle lui dit non, mais moi je peux pas sortir ça comme ça tout de suite, machin. On s'aperçoit que dans l'ombre, il y a une société secrète qui s'appelle l'Organisation, qui est là depuis des centaines d'années, qui veille à certains secrets, et qui, ceux qui ne sont pas réglo et qui ne veulent pas, absolument pas rentrer dans leur envie, on va dire, leur histoire, il leur fait courber la tête et il leur tranche la tête. Voilà. Et bon, Gillian, elle s'inquiète pas plus que ça. Malheureusement, son mari va être retrouvé dans un cloaque romain, violemment tué, mutilé, très violemment, où tous les signes de cette mutilation évoquent non pas une vengeance de la mafia, parce qu'on est en Italie, c'est évoqué par un flic, mais pas du tout ça, c'est véritablement quelque chose de beaucoup plus réfléchi, c'est autre chose. Et elle va se plonger en fait dans l'enquête. Elle va mener entre guillemets l'enquête malgré qu'il y ait des flics, etc. Elle va découvrir plus ou moins la structure de l'organisation secrète. Voilà, c'est un thriller ésotérique, avec beaucoup d'ésotérisme, avec de l'histoire, les arcanes du Vatican, les arcanes des robes pourpres, tout ce côté un peu mystérieux des sociétés secrètes, etc. Alors, l'un dans l'autre, ça suit très bien. Moi, j'ai lu, mais il n'y a rien... Pour moi, il y a pas mal de rebondissements. L'auteur amène pas mal de rebondissements, avance les pions, en fait tomber certains, en ramène d'autres. Donc vous pouvez pas vous dire que ce roman-là est ennuyeux à lire, bien au contraire, c'est agréable. Mais moi je trouve contrairement au précédent que j'avais lu de l'auteur, j'ai pas trouvé le côté envoûtant. Quand vous lisez un thriller, vous avez vraiment envie de finir, de pas arrêter de le lire, etc. Là, je dois avouer que, entre-temps, je l'ai posé, je lisais j'ai relu un truc, mais pour le perso, pour des recherches perso. Donc j'ai pas été transcendée par ça. Et je me suis dit, c'est bizarre, parce que... Voilà. Alors ça m'a fait un peu penser à toute cette déclinaison de livres qu'il y a souvent dans les livres, quand il y a un roman qui est très, très connu, qui a fait un énorme succès mondial, et là ça pompe sur Da Vinci, enfin ça pompe, non, c'est dans la lignée de Da Vinci Code,
Mais il n'y a pas l'originalité. Voilà. C'est un très bon thriller sur l'ésotérisme, sur le machin, etc. Mais j'en ai lu d'autres. Par exemple, le manuscrit des damnés. Franchement, j'avais trouvé que c'était beaucoup plus addictif que celui-là. Voilà. Mais je vous dis, c'est pas une mauvaise lecture et tu courberas la nuque de Liam McAllister chez 1, 2, 3. Mais je vous dis, il y a quelque chose qui m'a manqué. Voilà, pour que ça en fasse vraiment un espèce de truc où vous avez la tête, voilà, vous vous dites, ah merde, voilà. Après, oui, il y a des choses qui sont pas bêtes du tout, ça retombe bien sur ses pieds, c'est bien suivi. Mais je vous dis, il m'a manqué un petit truc. Autre roman que j'ai lu, alors moi je suis passée, comme je vous avais dit dans la pile à lire de décembre, je passais du nature writing à un thriller et ensuite à un roman régional. Hein. Non mais j'ai tout fait moi. Voilà, donc j'ai lu celui-ci. Oups, j'ai failli le faire tomber. Le Testament d'Adrien, donc de Gilbert Borde, c'est aux Presses de la Cité, si je ne me souviens bien. Oui, Presses de la Cité. On est là dans un roman, entre guillemets, j'aime pas le terme, parce que quelquefois il y a des gens qui trouvent que ils pensent que c'est péjoratif. Moi je trouve que c'est pas péjoratif du tout. Le roman régionalisme, c'est pas du tout péjoratif pour moi. Là, on est en présence de Pablo, qui est un médecin espagnol, qui avait été adopté par Adrien Desnoyers, qui était un homme euh, des Alpes de Provence, qui était devenu riche, qui avait adopté ce petit garçon, qui ne s'était pas fait que des amis dans le village, qui voulait révolutionner son village et en fait en faire un point de tourisme. Et le petit Pablo, en fait, avait des camarades qui se moquaient de lui parce que justement, c'était l'enfant adopté, l'espagnol, le petit brun, voilà. Et parmi tous ces enfants, il y avait une jeune fille, Gaëlle, dont il était l'ami d'enfance et dont il est tombé amoureux. Ils étaient très amoureux et son père adoptif l'a éloigné sous prétexte que en fait, le sang de sa famille était un peu pourri et donc il ne voulait pas ce genre de choses. Et Pablo va revenir dans ce village 1 an après la mort d'Adrien, qui était son père adoptif, pour ouvrir le testament. Et là vont se croiser tous les protagonistes de la vie d'avant de Pablo, de la vie d'avant d'Adrien, et tous les gens qu'il a croisés, qu'il a essayé d'oublier, notamment Gaëlle, qui, elle, s'est mariée, a eu des enfants, mais qui ne l'a jamais oublié. Il y a beaucoup de thèmes abordé par Gilbert Borde, qui est vraiment qui est un auteur qui est entré dans le terroir et qui met beaucoup de sentiments. Le seul truc, moi, c'est que j'ai trouvé dès le début que c'était trop facile pour moi de deviner la fin. Les personnages sont assez caricaturaux, ils sont ou tout mauvais ou tout blanc, il n'y a pas trop de nuances, ou il y en a mais c'est vite gommé. Alors c'est très bien écrit, c'est assez chantant. C'est des phrases courtes, c'est des émotions qui sont balancées comme ça mais qui sont bien, bien balancées en fait. Mais je vous dis, moi, l'histoire, je l'ai devinée jusqu'à la fin, j'ai su ce qui allait se passer, c'est évident. Et la fin est trop idyllique pour moi, pour que ça soit réellement réaliste quand je l'ai lu. Voilà. Mais, nonobstant ça, on comprend pourquoi Pablo est parti, pourquoi Adrien surtout l'a fait partir, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il est revenu, pourquoi il lui a demandé de revenir 1 an plus tard, quel est l'intérêt de l'orgue qui se met en route comme ça, sans que les gens le sachent. Voilà, il y a plein de petites choses. C'est une lecture hyper agréable. Si vous aimez ce genre de choses, c'est très très bien écrit, donc c'est agréable à lire. Mais je vous dis, c'est trop simpliste par les personnages, par les actions, par les réactions des personnages. La fin, voilà, c'est... Voilà. Et moi, ça c'est le genre de truc où, contrairement à, si vous avez vu le bilan lecture comptable, où je parlais de la brodeuse, etc., où je disais, ouais, franchement, il n'y a rien de risible dedans, il n'y a rien qui peut faire dire, oh, c'est nul. Non, c'est pas nul du tout. C'est juste que, pour moi, c'était trop facile, voilà, à deviner. Alors peut-être que pour d'autres personnes, je pense que c'est souvent mon côté auteur qui
ressort dans certaines lectures et qui me fait voir quelque chose. Et quand c'est trop simple, voilà. Et moi, j'ai déroulé avant, hein, donc, et j'ai déroulé complètement différemment. Donc, quand je suis arrivée à la fin, j'ai trouvé que c'était trop idyllique par rapport à ce que ça aurait pu être. Mais voilà, c'est mon avis perso. Sinon, Giblerboard est un auteur à lire, hein, honnêtement, si vous aimez ce genre de roman de terroir, c'est un très bon auteur. Il a des bonnes thématiques, il a des romans qui se lisent, qui sont vraiment poignants, où il y a des bons sentiments, où il y a des belles choses à parler. On parle de famille, on parle de héritage, on parle de terroir, on parle de tout ça. Mais voilà, c'est... Et dernier livre, j'ai vraiment cru que j'y arriverais jamais. Ça s'appelle Earth Hand, donc de Gillian Anderson et Jeff Ronin, je suppose. Donc si ça pouvait, je sais bien que c'est elle la plus connue des deux, mais c'est deux auteurs, quoi. Donc si on peut mettre les auteurs sur la même police de caractère, ou pas trop, voilà. Alors je pense que c'est peut-être elle qui a écrit complètement et lui qui a fauminé, mais quand bien même c'est écrit à quatre mains, c'est écrit à quatre mains. Hein. Voilà, on ne sait pas qui a écrit le plus gros parti, mais c'est comme ça. Bon, bref, on s'en fout. Donc ça, c'est l'intégrale que j'ai, parce que je l'ai trouvé chez France Loisirs. Voilà, alors je sais que France Loisirs est un peu embêté en ce moment, voilà. Mais, et d'ailleurs, je suis solidaire, hein, avec les gens qui vont perdre leur travail dans les boutiques. On a eu un petit message qui nous a dit que ça allait continuer en ligne, donc voilà, je suis fort aise. Mais voilà, donc moi je l'ai eu chez France Loisirs. J'ai pris l'intégrale parce que, bah oui, je dois avouer, oui, le nom de Gillian Anderson a attiré mon œil, hein, il faut dire. Moi, je suis fan de la dame. Hein. Alors là, on est en présence des adolescents dans le monde qui vont avoir des hallucinations, qui développent des symptômes assez étranges, assez inexplicables. Et ils vont demander à une psychiatre qui s'appelle Kathleen, qui a un petit garçon qui s'appelle Jacob, de consulter ces enfants pour voir, enfin ces ados, pour voir ce qui se passe, parce que c'est quand même assez bizarre. Et on va arriver à, petit à petit, à comprendre qu'il y a une ramification avec une ancienne cité antique complètement perdue, oubliée. Il y a notamment une jeune femme dont le père est ambassadeur de paix entre l'Inde et le Pakistan pour la région du Cachemire. Elle a des visions hallucinatoires assez perturbantes et qui pourraient même coûter un peu le poste à son papounet. Et on suit aussi un mercenaire d'une organisation qui s'appelle l'organisation aussi, qui est une société aussi secrète qui a récupéré des artefacts de cette civilisation et donc artefacts qui veulent en avoir plus forcément et qui lancent ce mercenaire sur la trace de ce peuple-là. Et donc on va suivre tous ces personnages, y compris ce peuple-là, y compris leur civilisation. Alors il y a beaucoup au début d'ésotérisme, de mysticisme. Ils ont une palette assez large, hein, ça va des vikings à l'hindouisme, pour le côté un peu religieux, on va dire. Il y a beaucoup de... Ouais, il y a beaucoup d'interactions multiculturelles, multi-religions, anciennes, nouvelles. Et il y a 3 tomes. Alors les 3 tomes, si je me souviens bien, c'est... Alors si je me souviens bien, il y a Rêve de glace, c'est le 2. Écho au pluriel des mers, c'est le 3. Le premier, je ne me rappelle pas. Pour vous dire que je suis vraiment une nouille. Si je regardais... Je suis sûre que c'est pas écrit derrière. Ah si, Vision de feu. Oh yeah. Voilà. Alors, je dois avouer que j'ai lu le premier tome et qu'à la fin du premier tome, je me suis posé la question de savoir si j'allais continuer. Parce qu'il y a un coup de mou à un moment donné. Et là, ça a commencé pas à me perdre. Mais j'ai commencé à trouver... Je me suis dit, oh merde et tout. Et j'ai bien fait parce que le tome 2, on suit beaucoup plus Michael, donc ce mercenaire qui va aller en Antarctique, qui va aller juste sous la glace creuser pour aller trouver cette fameuse civilisation. Pratiquement la moitié du tome 2, on est pratiquement toujours avec lui sur ces traces de ce peuple.
Alors, bien sûr, il y a Kathleen, il y a tous les autres protagonistes, mais voilà, on le suit lui en priorité. Alors, ça fait un peu fantasy aussi. Il y a aussi ce côté fantasy qui est mis dans certains endroits. Et le tome 3 est très science-fiction. Il est plus du tout fantasy, plus du tout ésotérisme. Il est très science-fiction. Euh, toutes les pièces se mettent en place dans le 3. Tous les personnages arrivent à leur quête. Il y a beaucoup d'explications. Plausible ou pas, ça c'est à vous de voir. Voilà, ça c'est à vous de vous faire une idée sur tout ce genre de livre-là. Moi j'ai bien aimé ma lecture. Comme je vous dis, j'ai failli arrêter à la fin du tome 1 et j'ai bien fait parce que la description, euh, la découverte de cette cité perdue, disparue en Antarctique, la vision de Galdécane, enfin voilà, la façon dont c'est décrit, la façon dont c'est fait, etc., franchement, ça aurait été une énorme erreur et vraiment une boulette que je ne découvre pas cette cité perdue, antique, en plus en Antarctique. Voilà, quand vous savez que j'aime les explorateurs, là j'étais comblée en Antarctique, moi. Ah oui, non, mais moi il m'en faut pas beaucoup, hein. Vous me foutez la Sibérie, l'Arctique et l'Antarctique, Lisa Conta, Lisa Conta. Voilà. C'est limite si je vais pas m'appeler Olaf, moi, parce que j'aime bien le truc froid. C'est tout. Voilà, donc c'est vraiment voilà, c'est une lecture, je l'ai finie, je me suis dit, ah ouais, pas mal et tout. Bon, après, ça va pas rester dans mes annales, hein, je vous le dis tout de suite, mais j'ai été très contente parce que, bah, au final, bah, j'ai découvert une civilisation qui a été inventée, hein, bien sûr, mais qui est, bah, la vérité est ailleurs. Ouais, on voit les références de X-Files quand même, hein, sur ce genre de truc. Non mais voilà, donc c'est ce genre de choses où vous vous dites, ouais, voilà, c'est ce que j'aime. C'est j'aime bien me plonger dans ce genre de choses. J'ai bien aimé. Voilà, je vous dis. Après, il faut dépasser la fin du premier tome. Quelquefois, ça, voilà, il y a des petits coups de mou, mais il faut dépasser les coups de mou. Parce que sinon, voilà, si vous aimez ce genre de choses, si vous aimez la science-fiction, la fantasy, tout mélangé avec l'ésotérisme, le côté mystique, les civilisations perdues, les recherches, les machins, etc. Allez-y, voilà. Si ça vous gonfle, si c'est pas trop votre cam, n'allez pas, parce que là, dès le premier, vous allez tomber la tête sur la table et vous allez vous dire, ah non, moi je peux pas continuer ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, franchement, voilà. Donc ça, c'était tous les livres que j'ai lus en décembre. Sachant que je suis une pile électrique là pour janvier parce que il y a le nouveau Louise Eldridge que je vois passer partout sur les réseaux sociaux, que moi j'ai réservé à ma librairie et elle m'a dit dès qu'il arrive je vous appelle. Je fais oui, j'arrive ventre à terre. Voilà. Donc, alors j'ai ma pile à lire déjà, mais le Louise Eldridge et j'ai vu qu'il y avait le Jérôme Attal qui sortait, donc j'ai vraiment envie. C'est Petite éloge du baiser, je crois, ou un truc comme ça. Je me rappelle plus, mais j'ai vu ou de l'amour, je sais pas. Enfin bon bref, encore un très joli livre, un joli titre de Jérôme Attal et donc franchement voilà, il y a des petits livres que j'ai repérés, mais ça je vous l'expliquerai dans la vidéo. Qui sort le 1er janvier, le 1er janvier outre mes vœux, hein, voilà, que je vais essayer de tourner avec le Général Alex dans les bras, au moins pour vous souhaiter les vœux pour lui. Je vous ferai mes projets 2022 en tant que lectrice, auteur. Et puis les parutions sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des gens qui me demandent, qui se sont aperçus en me suivant ici et là que je faisais d'autres choses que YouTube, que je faisais d'autres choses qu'Insta, que je faisais d'autres choses parce qu'il y en a qui me connaissent que sur un média, donc ils m'ont dit ah tu pourrais pas nous dire ce que tu fais quand on te suit et tout. Je dis, ok oui chef, voilà. Et beaucoup m'ont demandé mon avis sur cette vidéo et sur ces plusieurs stories qui ont été faites sur Instagram sur la fameuse appel à partenariat de quelques maisons d'édition qui ont un peu énervé certains blogueuses littéraires, instagrammeuses, bookstagrammeuses, influenceuses, créateurs de contenu, enfin comment vous les appelez, moi je suis juste la fille qui lit, hein, perso, voilà. Je suis créatrice pour beaucoup de choses, mais
Voilà. On m'a donné mon avis. Je voulais faire une story Insta, mais moi je suis nulle en IGTV machin. Donc je me suis dit que pour les vœux, ça serait pas mal, puisqu'on m'a posé la question aussi parallèlement, et c'est bien tombé, en me disant est-ce que tu vas avoir des SP cette année, parce qu'on n'en a pas vu cette année donc, sur ta chaîne, contrairement aux autres années ou sur ton blog. Donc comme je comptais répondre à cette question, ben, je vais répondre à l'autre. Voilà. Alors, voilà mes lectures du mois de décembre et donc dernier mois de l'année. Hein. Donc, Gillian Anderson, James Robin pour Earth End. Ensuite, Le Testament d'Adrien, Gilbert Borde. Ensuite, Liam McAllister pour Et tu courberas la nuque et moi je refuse. Non, je ne vais pas me faire couper la tronche. Sylvain Tesson pour La Panthère des Neiges. Waouh, qu'elle est belle. Je troquerais bien une Panthère des Neiges contre Hux, moi. Non, mais elle est belle, hein. Si vous me filez une panthère, moi je veux bien. J'ai déjà une panthère noire, j'aurai une panthère blanche. Voilà, Goldorak, et là ça va commencer à se casser la figure, hein, évidemment, bien sûr. Et donc, retour à Liverpool. Donc, Boris Saulier, et là c'est donc tous nos petits camarades, hein, je vous les remontre. Donc, Dorisson, Barjam, Cossu. On dit Cossu, oui Cossu, Santenac et donc Guyot, hein, qui nous ont fait un Goldorak, et merci à Monsieur Go Nagai pour avoir accepté de faire ça. Et retour à Liverpool, donc qui parle des Beatles, qui se reforment mais qui sont pas plus connus du tout. Voilà, c'est très bien, j'adore. Voilà, donc ça c'était la dernière vidéo pour un point lecture de 2021. Enfin on se casse de 2021. Est-ce que 2021 va être mieux? C'est pas dit. Ça m'inquiète. Bon, alors, merci d'avoir suivi tous les points lecture, d'avoir enduré tout ce que j'ai lu. Et on se donne rendez-vous pour la fin du mois de janvier pour le prochain point lecture. Sinon, la vidéo, c'est la vidéo vœux et projets 2022 de Lisa qui sort donc le 1er janvier, histoire que vous vous releviez de votre gueule de bois avec ma tronche. Pas sûr. Je suis pas sûre que ça soit une bonne idée, ça. Bon, il y aura la générale Hux, hein, pour les fans.